Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Alice Guibert, chargée de mission Open Innovation Espace pour le pôle Aerospace Valley. Merci beaucoup d'être présent donc, pour ce quatrième et ultime webinaire donc, dédié à la présentation de l'appel à projet Challenge Innovation Copernicus. Donc, comme vous le savez, l'appel est constitué de 4 challenges thématiques qui ont donc tous fait l'objet d'un webinaire dédié cette semaine. Vous pourrez retrouver l'intégralité des webinaires en replay sur notre chaîne YouTube. Vous aurez le lien donc à la fin du diaporama. Et aujourd'hui, pour finir la série, nous nous intéresserons au challenge environnement. Pour présenter ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir donc à mes côtés Frédéric Adragna, conseiller économique pour les solutions spatiales au Centre national des études spatiales et donc à la direction de l'innovation des applications et de la science. Également Vincent Berthold, chargé de mission de l'Observatoire de la dynamique côtière de Guyane à la direction générale des territoires et de la mer. Pour finir, nous aurons également le plaisir d'accueillir Antoine Gardel, chercheur au CNRS et président du comité scientifique et technique de l'Observatoire de la dynamique côtière de Guyane. Voilà, en termes de présentation des intervenants. Pour ce qui concerne le format, donc nous vous présenterons pendant 30 minutes avec Frédéric le contexte ainsi que les modalités de l'appel à projet. Puis nous laisserons donc nos intervenants de l'ODIC vous présenter en détail le challenge environnement. À l'issue de ces présentations, nous répondrons durant la dernière demi-heure à vos questions. Et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà les poser. Les habitués ont déjà formulé leurs premières questions. Donc vous verrez l'espace questions en bas à droite de votre écran. Et je précise que celles-ci sont uniquement visibles par les organisateurs. Donc n'hésitez pas surtout à les poser au fil de l'eau pour qu'on puisse les traiter dans leur ensemble à la fin du webinaire. Voilà, donc c'est tout pour les éléments de présentation. Je vous propose de commencer et je cède donc la parole à Frédéric Adragna qui va vous présenter quelques éléments de contexte ainsi que les objectifs de l'appel à projet. Bonjour à tous, merci Alice. Donc je me présente rapidement, Frédéric Adragna donc du CNES et je m'occupe de développement économique grâce aux solutions spatiales, toutes les solutions spatiales, donc télécom, géolocalisation et bien sûr observation de la Terre. Notamment avec mon équipe, on a lancé le programme Connect by CNES qui vise à rapprocher donc le spatial et le non spatial. Et grâce à ce programme, on accompagne en fait toutes les entités qui souhaitent utiliser des solutions spatiales, voire des technologies spatiales. Je m'occupe également de ce projet qu'on appelle Caroline Herschel et dont je vais vous parler tout de suite. Donc on se place dans le cadre du programme Copernicus. Vous savez que la Commission européenne a deux grands programmes spatiaux qui sont Galileo pour la géolocalisation et Copernicus pour tout ce qui est imagerie, observation de la Terre, donc les images optiques, radars, systématiques et gratuites. Vous connaissez bien sûr ce programme si vous êtes autour de la table. Donc c'est dans ce contexte que nous nous situons et la Commission européenne, pour promouvoir l'utilisation de ces données et des services associés à Copernicus, a plusieurs programmes, dont un qui s'appelle Caroline Herschel, qui est un FPA, donc Framework Partnership Agreement, qui est assez souple d'un point de vue administratif. Donc les membres proposent des actions et si elles sont acceptées, on reçoit un financement pour les mettre en œuvre. En France, il y a donc le CNES qui est membre, le CNRS également, et également deux ministères, donc le MTES et le MESRI. Donc le CNES, bien entendu, étant membre de ce programme, peut proposer des idées, des actions, et si elles sont validées, donc on reçoit un financement. Mais le CNES s'engage aussi à relayer les actions, les idées, les propositions qui lui sont faites par les membres Copernicus Relais et Copernicus Academy en France. Donc il y a une trentaine de membres, dont bien sûr Aerospace Valley, le Booster Nova. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a pensé à organiser ces challenges-là, puisque le projet finance plusieurs types d'actions. Donc, ça va de la promotion jusqu'au développement de services, en passant par la formation, mais aussi des événements assez innovants. Et donc, ce challenge-là est un concept assez innovant proposé par Aerospace Valley. Donc, le CNES plus Aerospace Valley, nous organisons donc ces challenges dans ce cadre-là. Planche suivante. Donc l'objectif,
c'est bien entendu donc de promouvoir et d'encourager l'adoption de solutions spatiales, donc ici des images Copernicus et des services Copernicus. C'est de développer des produits et surtout des services opérationnels utilisant ces produits. Et ce qu'on souhaite, et c'est le premier point, c'est vraiment de répondre à des besoins existants, réellement, enfin des vrais besoins exprimés par des utilisateurs finaux, pas simplement développer des produits en ayant l'espoir que ce soit utilisé après. Donc on a fait la démarche inverse, donc on s'est adressé à des utilisateurs finaux, on leur a demandé quels étaient leurs besoins, on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents, et c'est là-dessus que sont basés les challenges. Voilà, maintenant je te repasse ta main, Alice. Merci beaucoup Frédéric donc pour cette introduction. Ça nous permet d'enchaîner donc directement sur l'appel Challenge Innovation Copernicus. Donc effectivement, pour mémoire, en décembre dernier, nous avons lancé donc un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner des porteurs de challenge qui ont proposé donc des problématiques applicatives pouvant être résolues grâce à l'utilisation des données Copernicus. Pour chacune donc des thématiques clés identifiées que vous voyez donc sur votre écran, qui sont collectivité, agriculture, eau et environnement, nous avons sélectionné un utilisateur final qui a formulé un challenge. Suite à cela, nous avons donc lancé un appel à manifestation, un appel à projet donc le 6 avril dernier, donc c'est le sujet de ce webinaire, qui est cette fois à destination des entreprises françaises. Et aujourd'hui, donc, nous souhaitons sélectionner les meilleures solutions innovantes qui pourront répondre aux challenges énoncés par les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, nous nous intéresserons donc au challenge environnement, donc qui est intitulé, que vous voyez en bas à droite de votre écran, qui a sauté, donc cartographie des bancs de vase amazoniens en Guyane. Au total, un seul lauréat sera sélectionné par challenge, donc nous aurons 4 lauréats au total. Chaque lauréat aura 6 mois pour développer une preuve de concept et pour cela, ils recevront un prix de 50 000 € et un accompagnement de la part du CNES. Je vais laisser d'ailleurs un peu plus tard donc, Frédéric détailler cet accompagnement et les modalités de financement. Concernant les données Copernicus, donc effectivement, j'imagine que vous êtes tous initiés au programme. Donc effectivement, l'objectif principal de l'appel, c'est d'encourager l'adoption de solutions basées sur ces données, donc par de nouveaux utilisateurs finaux que nous avons déjà identifiés, et donc de développer les usages des produits et services Copernicus pour faire émerger de nouveaux produits et services. En sachant cela, l'exigence principale de l'appel est d'utiliser ces données spatiales Copernicus pour répondre aux challenges. Donc, je vais quand même rapidement présenter, au cas où si nous avons certains non-initiés parmi l'auditoire, donc le type de données auquel le programme Copernicus donne accès. Donc, comme il a été dit, ce programme européen d'observation et de surveillance de la Terre fournit des données spatiales brutes ainsi que des services à tous les utilisateurs finaux, donc publics ou privés, sur la base d'un accès total, ouvert et gratuit. Ces données sont essentiellement issues des satellites Sentinelle. Ils sont complétés par d'autres données aussi issues des missions dites contributives. Concrètement, vous pouvez accéder donc à une multitude de données, par exemple la composition atmosphérique ou l'état physique et la température des océans, la couverture terrestre et ses changements, ou encore l'état de la végétation. Donc ça vraiment c'est quelques exemples, mais il y a vraiment une multitude de données auxquelles vous pouvez accéder. Le programme fournit aussi donc 6 services opérationnels qui sont thématisés. Vous pourrez les retrouver sur le site. Donc il y a l'atmosphère, le marin, le terrestre, changement climatique, sécurité et urgence. Ces services sont également gratuits et accessibles à tous. Dans ce cadre, nous avons décidé de nous entourer de 3 partenaires techniques, donc qui sont opérateurs de DIAS, donc Airbus, Atos, Mercator, Océan. Les DIAS, ce sont des plateformes basées sur le cloud qui offrent un accès centralisé à l'ensemble des données et informations Copernicus, ainsi qu'à des outils de traitement. Elles vous permettront donc de découvrir, manipuler, traiter, télécharger les données Copernicus et vous donneront tout un accès aux données Sentinelle et aux produits d'information et aux services opérationnels. Cependant, je précise à ce stade que
Chaque DIAS donc, fournit un package de services générique, mais ils ont aussi quelques spécificités que vous pourrez aller voir sur les sites respectifs Soblou, Mundi et Wikeo. Par exemple, notamment sur les types de services proposés qui sont payants et aussi sur les spécificités thématiques, notamment je pense à Wikeo, qui est aussi Mercator Océan, qui est aussi opérateur donc, du service Copernicus Marine Services. Dans le cadre de la réalisation de la preuve de concept, nous encourageons les lauréats donc, à choisir l'un de ces DIAS pour accéder facilement aux données Copernicus. Ils pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et donc vous pourrez retrouver et choisir parmi les 3 DIAS. Vous pourrez retrouver sur le cahier des charges l'ensemble des sites de Soblou, Mundi et Wikeo. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas une obligation. Nous vous encourageons donc à choisir l'une de ces plateformes, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà donc pour ce qui était de l'accès aux données. Concernant les critères d'éligibilité, donc qui sont les bénéficiaires de cet appel à projet? Donc cet appel s'adresse aux startups, aux petites moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire françaises uniquement. Donc l'ensemble de ces entreprises devront évidemment être immatriculées au registre du commerce et des sociétés et prouver qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Maintenant, si l'on s'intéresse aux projets attendus, donc je l'ai déjà dit, les projets devront utiliser les données Copernicus et répondre aux challenges thématiques proposés par les utilisateurs. Je précise aussi que les projets devront donc être déposés par un porteur unique. Nous acceptons sous condition la constitution de consortiums dans la mesure où une seule entreprise sera désignée comme chef de file et sera bénéficiaire de l'aide. Donc, si vous souhaitez vous constituer en consortium pour répondre à l'appel, vous devrez négocier directement avec vos partenaires la répartition de l'aide. Nous ne serons pas impliqués dans ce processus. Voilà, c'est la seule subtilité. Ensuite, les projets proposés, nous demandons un niveau de TRL minimum de 4 pour espérer atteindre à l'issue des travaux un niveau de 6-7. Ici aussi, je précise que nous affichons ce niveau minimum afin de nous assurer d'avoir une solution quasi opérationnelle à l'issue des travaux. Si vous n'êtes pas en capacité donc de montrer que vous avez un niveau de TRL 4 au départ, ne vous inquiétez pas. Ce que nous attendons, c'est que vous soyez en capacité de démontrer votre capacité à atteindre donc, le niveau 6-7 à l'issue des 6 mois de travaux. Voilà, donc ça, encore une fois, ce sont des éléments que nous pourrons repréciser au cas par cas. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des inquiétudes. On est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je passe maintenant la parole à Frédéric qui va vous présenter les modalités de financement ainsi que les modalités d'accompagnement qui sont prévues dans le cadre de cet appel. Merci Alice. Donc effectivement, comme l'a dit Alice, on organise 4 challenges sur 4 thématiques différentes et pour chaque thématique, il y aura un lauréat qui recevra un prix de 50 000 euros. Ce prix de 50 000 euros sera remis par le CNES sous la forme d'un contrat en fait, pour faire le plus simple, parce qu'une subvention c'est beaucoup plus compliqué au CNES, donc c'est un contrat de prestation, un contrat simplifié. D'habitude, dans ce genre de contrat, le CNES verse 30% à la signature et 70% à la réception du rapport. Là, on va essayer d'inverser les choses, donc 70% à la signature et 30% à la remise du rapport. Je précise que ce que l'on souhaite obtenir à la fin, ce n'est pas le démonstrateur lui-même, le code qui sera à remettre au CNES, et il restera la propriété de celui qui l'a développé. Par contre, on demandera un rapport sur la méthode utilisée, les tests effectués, les résultats obtenus, et avec l'implication bien sûr de l'utilisateur final. Donc pour démontrer qu'effectivement un travail a été fait avec beaucoup de tests et les résultats obtenus. Voilà ce que l'on souhaite obtenir au bout des 6 mois pour le paiement des 30% qui restent. En plus donc de ce prix de 50 000 euros, le CNES, ainsi qu'Aerospace Valley d'ailleurs, mais le CNES mettra à disposition son programme d'accompagnement, donc Connect by CNES, donc l'accès à toutes les expertises du CNES, y compris aux moyens techniques. Et en plus, bien sûr, comme l'a précisé Alice, vous aurez aussi l'expertise des 3 DIAS qui sont présents et qui sont sponsors de l'événement. Voilà, Alice, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Donc,
J'enchaîne directement sur les critères donc, de sélection et le processus de sélection des projets. Donc, les critères se comptent au nombre de 3. Donc, le premier, c'est le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Donc, vous verrez dans le cahier des charges, on entend par innovant par rapport à l'état de l'art international, mais aussi par rapport à l'utilisation innovante des données Copernicus. Évidemment, le projet devra être pertinent compte tenu de l'objet du challenge et présenter donc une maturité technologique suffisante. Le second critère sera l'impact économique du projet. Nous nous baserons sur la qualité du modèle économique, le marché potentiel qui pourrait être adressé, le caractère généralisable de la solution développée et donc l'impact pour l'utilisateur final. Troisième et dernier critère, la capacité du porteur à mener à bien le projet. Cette fois-ci, ce sera sur la capacité opérationnelle et financière du porteur de projet, sa capacité d'accéder au marché visé et l'adéquation des compétences de l'équipe dédiée au projet. Voilà, vous pourrez avoir plus de détails aussi dans le cahier des charges. Concernant le processus, donc nous sommes dans la première phase de présélection qui court jusqu'au 2 juin. Vous pourrez donc déposer vos dossiers et ceux-ci seront évalués par un comité de sélection composé d'experts du CNES, d'experts d'Aerospace Valley, de représentants de l'utilisateur final, ainsi que de personnes qualifiées proposées par les organisateurs. Tous seront tenus par la confidentialité, évidemment, ne vous inquiétez pas là-dessus. Tous les jurés garderont confidentiels les projets qu'ils auront eu sous les yeux. À la suite de ce processus de présélection, donc en moyenne, nous avons prévu de sélectionner maximum 4 entreprises pour chaque thématique. Donc ceux qui auront été présélectionnés seront invités à une audition qui aura lieu le 22 juin 2020 dans les locaux d'Aerospace Valley à Toulouse, sous réserve évidemment de la levée totale des mesures de confinement. Si nous ne pouvons pas les effectuer donc, en présentiel, elles seront effectuées virtuellement. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous invite toujours à les poser via le chat. Pour rappel, je vous ai remis le lien pour déposer votre candidature donc sur la plateforme de l'appel à projet. Les réponses devront donc être rédigées en français et les dossiers de candidature devront être complets. Prenez bien garde à consulter en fait la liste des pièces à associer à votre dossier pour que celui-ci soit bien complet. Voilà. Je vous ai également mis un rappel global du calendrier. L'audition donc le 22 juin pour les présélectionnés et pour un début des travaux en juillet. Compte tenu de la situation, sachez que nous saurons faire preuve de flexibilité pour le début des travaux. On traitera aussi au cas par cas, je parle sous le contrôle de Frédéric, mais nous traiterons au cas par cas donc, les potentiels délais si les lauréats en ont besoin. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement à la présentation du challenge environnement. Et je passe la main aux représentants donc, de l'Observatoire de la dynamique côtière de Guyane, donc Vincent et Antoine Gardel, qui vont vous présenter ce challenge. Alors, bonjour à toutes et à tous, Vincent Berthold, chargé de mission à l'Observatoire de la dynamique côtière au sein de la DGTM. En 2 mots, pardon. Il y a un petit délai. Un petit couac, ouais. Il n'y a pas de souci, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Merci, excusez-moi. En 2 mots, la Direction générale des territoires et de la mer est née le 1er janvier dernier. En fait, elle est le résultat de la fusion de l'ancienne DA, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'ancienne DAF, Direction agriculture et forêt, et de la Direction de la mer. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et c'est un acteur du territoire de Guyane, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la gestion durable du milieu naturel.
La DGTM a créé en 2000, enfin, a créé l'Observatoire de la dynamique côtière en 2014. En fait, l'Observatoire est né d'un besoin de doter le territoire d'un outil d'appui, on va dire, à la gestion des enjeux d'aménagement sur le littoral et aussi d'observation du trait de côte. Donc, ça a conduit à la création de l'Observatoire en 2014. Le but de cet observatoire est en fait d'apporter des analyses, des expertises aux collectivités et aux gestionnaires qui sont impliqués dans l'aménagement et la protection de la bande côtière, que ce soit en termes de protection naturelle ou de protection des biens et des personnes. L'Observatoire aussi, le but, c'est aussi d'accompagner ces gestionnaires dans le renforcement de la gestion cohérente, on va dire, et durable du littoral. Donc ça, c'est un des rôles de l'Observatoire. Le deuxième rôle est aussi, en plus d'apporter cette expertise en termes d'action publique, elle joue le rôle de fédérateur en mobilisant les acteurs locaux, que ce soit les gestionnaires d'espaces protégés ou que ce soit les collectivités et élus locaux. Également, enfin, un point important, c'est aussi de sensibiliser et de faire une éducation à l'environnement au littoral guyanais, on va dire, à faire connaître les risques et les enjeux liés au littoral, pardon, au grand public. Voilà pour la présentation de l'Observatoire. Et je passe la main à Antoine Gardel, chercheur au CNRS, qui pilote la présidence du comité scientifique de l'Observatoire. Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte du littoral guyanais. On est sur un littoral qui est extrêmement dynamique, qui est vraisemblablement le littoral le plus instable au monde. Alice, voilà, et sur lequel on enregistre des fluctuations d'avancée ou de recul de la côte qui sont très très importants, hein, jusqu'à 300 mètres par an d'avancée ou de recul. Quel est le moteur de cette dynamique? C'est en fait la proximité de l'Amazone, du fleuve Amazone, qui se situe à environ 400 km donc en amont, en amont des rives. Donc l'Amazone rejette une quantité très très importante de sédiments fins qui, pour une partie, vont s'accumuler le long de la côte et former des accumulations vaseuses qui vont se détacher progressivement pour former des bancs de vase individuels qui vont migrer le long de la côte sur 1500 km de littoral jusqu'au delta de l'Orénoque. Donc on est bien sur le littoral vaseux le plus étendu au monde, hein, entre les deltas de l'Amazone et de l'Orénoque. En Guyane française, on a 350 km de littoral sur lesquels on va trouver entre 6 et 9 bancs de vase qui migrent donc à des vitesses très variables, mais en moyenne de 2 km par an. Donc, alors ces entités, ces objets littoraux, que sont les bancs de vase, donc vont rythmer évidemment, hein, la dynamique du littoral. Alors un banc de vase, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'est à peu près 40 km de long, 15 km de large et en moyenne 3 mètres d'épaisseur. Donc vous voyez, un seul banc de vase, c'est jusqu'à 2 milliards de mètres cubes de vase. Hein, la partie cachée qui est sous l'eau, c'est la partie subtilale qui, elle, donc s'étend jusqu'à 15 km donc au large. Et puis la partie intertidale que l'on voit à marée basse, hein, donc en quelque sorte l'estran, sur laquelle la vase va pouvoir se consolider avec le jeu des marées et sur laquelle, évidemment, la mangrove va pouvoir se développer. Donc on a un littoral vaseux avec donc
2 grandes surfaces de mangroves. Pour rappel, donc 70% des mangroves françaises se situent en Guyane française. Voilà, ces bancs de vase qui migrent en permanence le long de la côte. Donc le moteur de la migration, ça va être la houle, donc les vagues qui vont éroder l'arrière du banc, hein, remettre en suspension les sédiments, donc éroder la mangrove, puisque la mangrove aura colonisé le banc de vase, éroder, donc là, faire tomber les arbres, et liquéfier le sédiment, remobiliser le sédiment qui va être transporté vers l'avant du banc. Et voilà, c'est comme ça qu'on a donc un recyclage de l'arrière vers l'avant des bancs de vase. Donc alors, pourquoi étudier évidemment ces bancs de vase? Parce que l'impact de leur migration est très très fort sur les activités humaines et sur les milieux ruraux. Donc des travaux ont fait, enfin des études, des travaux de recherche se sont consacrés ces dernières années à étudier, à explorer un peu les potentialités, notamment de la télédétection pour étudier ces migrations et ces dynamiques. Donc, il y a de la littérature qui existe, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés récemment, aussi bien sur la question des bancs de vase à proprement parler que sur les questions de mangroves, de surface de mangroves, de taux de recul, etc. etc. Voilà, donc je repasse la parole à Vincent qui va vous parler plus des enjeux. Alors les enjeux, plusieurs enjeux sur les mangroves notamment. Comme Antoine l'a dit, les mangroves ont un intérêt écologique parce que d'un point de vue, service écosystémique, la mangrove est protégée déjà et protège le littoral. D'un point de vue écologique, c'est un lieu de repos pour de nombreuses espèces d'oiseaux, un lieu de nidification. En termes de pêche, c'est aussi un rôle très important parce qu'elle représente une nurserie, une zone de nourricerie pour de nombreuses espèces halieutiques. En termes de services rendus, ça se compte je crois, de souvenir 150 000 € en termes de services rendus pour la Guyane, pour la pêche. Elle a aussi une capacité à épurer les eaux continentales et à protéger et stabiliser la côte. Elle participe aussi notamment à la régulation du climat en séquestrant, en représentant un puits de carbone, puisque 1 hectare de mangrove séquestre jusqu'à 8 tonnes de CO2 par hectare. Voilà. Et évidemment, la mangrove est protégée au titre de plusieurs conventions internationales, comme la convention Ramsar, et elle représente aussi un refuge pour de nombreuses espèces elles-mêmes protégées, notamment l'ibis rouge et le lamantin. Voilà. La mangrove, à titre indicatif, en Guyane, je crois que ça représente, de souvenir, 70 000 hectares. Donc voilà, c'est un intérêt important pour le territoire guyanais. Sur les autres enjeux, comme l'a expliqué Antoine, un banc de vase, ça protège le littoral. C'est-à-dire qu'en phase de banc, on aura une protection des plages, et en phase interbanc, là, on aura plus de risques. Le littoral sera plus sujet à l'érosion. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres éléments, Antoine. Non, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être qu'on aura des questions pour préciser. Alors, Vincent, on Oui. vous entend? Ah, si, on vous entend. Oui. Bon, je vous laisse. Je termine sur aussi les autres enjeux d'un point de vue, comment dire, pour les zones portuaires, les enjeux, sont d'avoir aussi des données à fournir aux zones portuaires pour notamment tout ce qui est dragage de chenaux, parce que la Guyane, comme vous le savez, beaucoup de fret, beaucoup de vivres sont acheminés par la mer, donc c'est un intérêt économique d'avoir une vue sur les bancs de vase et comment
comment gérer la problématique de l'acheminement du fret jusqu'en Guyane. Voilà. Et pour les enjeux, c'est tout. Je te repasse la main, Alice. Alors, vous avez la main normalement sur les slides pour la solution actuellement utilisée. Alors oui, à l'heure actuelle, les solutions utilisées, bon, on utilise aussi à l'heure actuelle les images Sentinel-2, mais à l'heure actuelle, on les exploite, on va dire, à 2 fois par an. C'est-à-dire qu'on a une cartographie qui est actualisée 1 à 2 fois par an, notamment pour tout ce qui est, comment dire, pour l'étude à chaque grande marée, à chaque marée de vives eaux, et à chaque coup de mer. Ça nous renseigne sur l'évolution des bancs de vase et de la vasière. Et à l'heure actuelle, bon, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une solution. Bon, Antoine développera plus cet aspect-là, mais une solution d'avoir une cartographie des bancs de vase 1 fois par mois ou voire 2 fois maximum, justement pour pouvoir nous renseigner plus fréquemment lors des marées de vives eaux ou des événements exceptionnels comme des tempêtes ou des coups de mer. Antoine, est-ce que tu veux faire des précisions là-dessus? Donc, oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu des travaux de recherche, qui sont notamment une thèse qui a été soutenue l'année dernière récemment. Donc il y a des méthodologies qui ont été développées, mais qui restent quand même encore. Il y a des chaînes de traitement qu'il faut optimiser. L'idée, c'est donc ce qu'on aimerait, c'est avoir une solution donc un peu clé en main qui permette, sur la base de tous ces travaux qui ont été réalisés ces dernières années, d'automatiser donc une technique donc pour cartographier donc la position des bancs. Et alors, la position, c'est aussi leur extension subtidale, qui est très très difficile à obtenir parce que les eaux sont extrêmement chargées, donc évidemment, on ne voit pas à travers. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approximation, enfin d'approcher au mieux donc la position, l'extension des bancs de vase et puis évidemment leur évolution, leur dynamique et leur migration d'une date à l'autre. Pour cela, donc, les travaux ont utilisé donc des approches de détection de la couleur de l'eau, qui ont confronté des mesures in situ avec donc le satellite, avec des développements algorithmiques, mais aussi on utilise beaucoup donc la houle qui est visible sur les images, les trains de vagues, qui sont sur un banc de vase amorti. Donc ça donne aussi une bonne indication de la position des bancs. Voilà, mais effectivement, en fonction de la hauteur d'eau, c'est-à-dire de la marée, voilà, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte pour approcher au mieux donc la détection de ces objets micro. Je ne sais pas si Vincent, tu veux compléter. Tu as parlé de limite d'utiliser la houle comme l'indicateur. Oui, donc oui, pour définir la limite des bancs de vase, il faudra aussi trouver des différents indicateurs et puis étudier la pertinence de ces indicateurs, bien que ils sont déjà renseignés dans la littérature. Mais il faudra aussi étudier différentes possibilités, notamment la limite d'atténuation de la houle, ou la limite de turbidité, ou la couleur via la couleur de l'eau. Voilà.
voilà, c'est des idées qui sont déjà renseignées, qui sont à travailler sans se fermer à d'autres pistes. Donc oui, les données déjà disponibles sur le site de l'Observatoire que vous avez en lien sur le slide. Des modèles numériques de terrain, des orthophotographies, des positions du trait de côte. Voilà, nous on réactualise toutes ces données 1 à 2 fois par an pour avoir voilà, un suivi du trait de côte et fournir de la donnée aux gestionnaires de manière générale. Donc les levées, par exemple, topographiques, vite fait, bon, ça consiste à mesurer les positions de la plage le long de profils perpendiculaires à la plage. On les réalise 2 fois par an en fait pour observer une évolution annuelle. On fait aussi les levées basymétriques, les levées de position du trait de côte, ça j'ai dit, et l'élaboration des modèles numériques de terrain. L'élaboration du modèle de terrain, nous ce qu'on aimerait aussi sur la solution, voilà, c'est aussi avoir un MNT de la vasière pour pouvoir suivre son évolution. Peut-être que Antoine, tu voudrais faire une précision aussi sur cette cartographie de vasière ou c'est bon? Ouais, je ne sais pas, on a peut-être dépassé un peu le temps, Alice, je ne sais pas. Non, mais J'ai pas de chrono, donc. il n'y a pas de souci, vous pouvez apporter des précisions. Bon, dans tous les cas, s'il y a des questions, on essaiera de repréciser là-dessus. Je vous ai remis aussi la slide sur les références bibliographiques dont vous aviez parlé. En fait, évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, mais ça, ce sont peut-être les références qui pourront peut-être exploiter le plus directement hein, par les candidats. Voilà, donc il y a de la littérature qui existe hein, et voilà, qui est disponible et qui peut être envoyée s'il le faut, si elle est. Il y a pas mal d'articles qui sont en open access, hein, sinon on peut évidemment nous les demander, on les enverra. Ok, très bien. Bon, je vous remercie en tout cas pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que l'on passe aux questions, parce qu'on en a déjà donc un certain nombre. La première question donc, porte sur les DIAS. Est-ce que l'on peut utiliser les autres DIAS comme CréoDIAS supportés par l'ESA? Alors oui, comme nous l'avons évoqué au départ, nous vous encourageons effectivement à vous tourner vers nos partenaires techniques pour avoir un support personnalisé. Mais si vous souhaitez utiliser d'autres portails d'accès, vous êtes libre de le faire. Alors, j'ai une question qui s'adresse donc à vous, je pense, Antoine et Vincent. La couverture nuageuse importante en Guyane rend-elle possible l'utilisation d'imagerie visible pour observer les bancs de vase, ou bien faut-il s'orienter vers de l'imagerie radar? Alors, Antoine Gardel, oui, alors effectivement, on est en zone équatoriale, donc toute une partie de l'année, on a une couverture nuageuse qui est dense. On arrive quand même hein, à obtenir donc des images dans le visible, mais effectivement, des solutions qui utiliseraient donc des images tout le temps du radar serait intéressant effectivement de creuser les potentialités de ces capteurs. Bon, il y a eu des travaux très très anciens hein, à la fin des années 90 sur le sujet, mais à ma connaissance, voilà, il n'y a pas eu de travaux plus récents. Voilà, mais on arrive quand même difficilement en saison des pluies on arrive quand même à avoir quelques données. Ok, très bien, merci beaucoup. J'en ai une autre, donc vous y avez déjà en partie répondu lors de votre présentation. À quelle fréquence les bancs de vase doivent-ils être observés, ceci conditionnant le type de satellite utilisé?
Nous, ce qu'on aimerait, ce serait d'avoir une actualisation, on va dire, enfin une cartographie une fois par mois ou voire 2 fois par mois lors d'événements, enfin par exemple 2 fois par mois lorsqu'on aurait des événements exceptionnels ou les tempêtes pour avoir une image de suite pour pouvoir préciser nos relevés et être plus rapide sur les réponses qu'on peut apporter aux collectivités ou aux gestionnaires en tout cas. Ouais, l'idée, ce serait d'avoir ça, 1 à 2 fois par mois maximum, une cartographie. De souvenir, je crois que le Sentinel-2, c'est une image tous les 5 jours, je crois, donc je pense que ce serait l'idéal. D'accord. Et en termes de précision recherchée pour la localisation des bancs, quelles sont vos exigences? Alors, Antoine, en peut-être. termes de quoi? De précision? Ouais. En termes de résolution spatiale ou en termes de précision de la mesure et d'erreur alors, en termes de résolution, on n'a pas besoin d'avoir de la très 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 haute résolution, hein, vu la taille compte tenu de la taille des objets, même une résolution de 20 mètres, 30 mètres suffit. Mais voilà, enfin, Sentinel est tout à fait adapté à ce type d'observation. En termes maintenant d'erreur ou de précision par rapport à la position réelle, là, effectivement, on est encore sur des estimations. Donc, si on peut avoir quelques centaines de mètres de précision pour avoir la position, allez, l'enveloppe du banc de vase, je pense que c'est déjà intéressant. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, la question suivante s'adresse plutôt au CNES. Est-il envisageable donc de décaler le début des travaux en septembre 2020? Donc là, je vais laisser Frédéric repréciser. Oui, je crois que tu l'as déjà dit, Alice. En fait, a priori, on souhaitait plutôt rester sur le calendrier qu'on avait avancé, aussi parce que certains nous le demandent, hein, pour aller un petit peu vite et puis pour recevoir des financements au plus tôt. En même temps, on comprend que la situation est délicate, que le challenge tombe cet été. Donc, faites-nous remonter vos difficultés et on prendra une décision commune avec Aerospace Valley en fonction de ce que vous nous faites remonter comme difficulté. On saura s'adapter, ça c'est sûr. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas bougé les dates, effectivement, mais si vous avez des difficultés, si elles sont légitimes, si on les partage avec tout le monde, on décalera nos dates. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne, j'ai une question pour vous, donc Antoine et Vincent, d'un participant qui souhaiterait savoir qui il doit contacter pour avoir plus d'informations sur les étapes du traitement manuel que vous effectuez donc sur les données Sentinel. Alors sur le traitement manuel, ce sera mon homologue du BRGM, parce que l'observatoire est piloté par la DGTM d'une part et le BRGM. Et le traitement actuel des images sont traités au BRGM, donc par mon homologue François Longueville. Vous me contactez directement, j'en discuterai avec François. Il n'y a pas de souci pour me transmettre les questions directement pour ces images. Ce que je vous propose, c'est que on alimentera également une fac et donc on partagera également donc, ces informations si votre collègue est d'accord pour que tout le monde puisse y avoir accès. Très bien. Voilà. Alors ensuite, j'ai une seconde question pour vous. Couplez-vous déjà les données Sentinel-2 à des données type météo pour anticiper les mouvements de bancs de vase? Antoine, peut-être une réponse là-dessus? Ouais, je ne serais pas. Non, il n'y a pas de couplage qui est fait encore. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, Sentinel n'a pas été est utilisé dans le cadre de l'observatoire pour une
l'exploitation, on va dire, par photo-interprétation manuelle, donc fait par le BRGM. Les travaux de recherche qui se sont intéressés à la question ont utilisé d'autres capteurs, peut-être similaires, hein, mais pour le moment, il n'y a pas eu, en termes de développement algorithmique, d'utilisation. Alors Antoine, on n'a pas entendu la fin de votre réponse. Je disais que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu donc de développement algorithmique sur le sujet utilisant des données sentinelles. D'accord. Ok, très bien. Donc c'est potentiellement une piste à explorer. Voilà. Alors, j'ai une seconde question, donc toujours sur la méthodologie. Est-ce que vous seriez prêt à mettre à disposition la méthodologie utilisant donc du Sentinel-2? Alors pour cette question, il faudrait que je vois ça avec François directement, avec François Langeville du BRGM, pour savoir s'ils peuvent mettre à disposition leur méthodologie. Je ne peux pas répondre à cette question immédiatement. Ok, très bien. J'ai une autre question. Donc, les cartographies des bandes vases par photo-interprétation déjà produites sont-elles fiables? Fiable, oui, oui, je pense que oui. Euh, enfin, peut-être que Antoine peut en attester. Oui. C'est toujours difficile, hein, de répondre à d'estimer la fiabilité, dans le sens où faire une cartographie à partir d'une seule image, en fait, la variabilité des panaches turbides joue en fonction de beaucoup de paramètres, hein, notamment météo marin, en fonction si on est en cycle ascendant ou descendant de la marée, tout ça, ce qui fait que toujours une petite incertitude sur l'extension réelle du panache. Est-ce que ça correspond à l'empreinte du vent, ou est-ce que c'est au contraire un panache qui correspond plutôt à des paramètres hydrodynamiques? Donc c'est toujours un peu délicat de dire qu'on a vraiment une précision importante avec ce type d'approche. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une cartographie plus de 2 fois par an, on va dire. Ok. La seconde question porte sur les travaux de recherche dont vous avez parlé. Donc, on a une participante qui souhaiterait savoir si l'on peut accéder à ces travaux pour connaître les données déjà identifiées et jugées donc comme pertinentes pour déterminer les futurs mouvements de bandes vases. Alors, donc la question, c'est si on peut accéder aux travaux. Oui. Alors, il y a des publications, hein, donc elles sont accessibles, hein, évidemment. Après, j'ai pas bien compris la suite de la question. C'était alors pour accéder aux travaux de recherche qui permettraient donc d'identifier les données pertinentes pour déterminer les mouvements de bandes vases. Oui, bah, en fait, tout est décrit dans les publications, hein, qui sont issues de ces travaux. Donc, D'accord, il y ok. a effectivement, oui. Ok, donc celle que nous avions montrée précédemment, c'est un extrait d'un certain nombre de publications auxquelles vous pourrez accéder. On les mettra également donc, sur la plateforme de l'appel à projet pour que vous puissiez les tracer. Et Alors, également, pardon. juste une petite précision, je le redis, les données, c'est-à-dire de l'observatoire, les levées topographiques, les levées bathymétriques et les levées de position du trait de côte sont aussi disponibles et en libre accès. Merci beaucoup pour cette précision.
J'ai une question cette fois-ci pour le CNES. Un participant nous demande s'il pourra avoir accès à des données Pléiades via le CNES TEIA. Même question pour l'imagerie Cosmos SkyMed et Terra SARX pour compléter Sentinelle 1 et 2. Ok, alors bon, le CNES n'est pas propriétaire de ces images-là. Effectivement, dans le cadre du programme TEIA, évidemment, on peut y avoir accès, donc là, il n'y aura pas de souci. Pour ce qui est des images Cosmos SkyMed ou TerraSAR, voilà, le CNES n'est pas propriétaire de ces images-là. On peut, d'un point de vue, comme c'est de la recherche, on va dire, donc on peut avoir accès à ces images avec un tarif préférentiel, mais le CNES lui-même ne peut pas les mettre à disposition. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble à comment y accéder. Merci beaucoup Frédéric. J'ai une question cette fois-ci donc pour Vincent et Antoine. Pourrait-on connaître quelques indicateurs permettant d'identifier les bancs de vase? Antoine, tu me corrigeras si je me trompe, mais bon, à l'heure actuelle, c'est les limites d'atténuation de la houle, les limites de turbidité. Voilà, ce sont quelques indicateurs qui nous permettent d'avoir une idée du position, mais c'est pas toujours précis. D'accord. Oui, ouais, donc effectivement, je confirme. Donc l'atténuation sur la. Il faut savoir qu'un banc de vase, en fait, dans sa partie subtidale, est composé de vases relativement fluides. Sur Alors Antoine, et puis effectivement, un autre indicateur qui est un maximum de turbidité au niveau qui qui trahit évidemment. Alors tout le littoral est très chargé, mais sur les bancs de vase, évidemment, on peut avoir, sauf de calme en saison sèche très marquée, mais on a cet indicateur de maximum de turbidité qui est important. Et je suis sur la base intertidale, bon, c'est un peu plus simple, ça reste la limite entre la vase et l'eau, tout simplement. ok, très bien. Alors j'ai une question toujours pour vous. La solution logicielle développée a-t-elle vocation à être implémentée en local, à l'observatoire ou à d'autres services de l'État? Alors, pardon, j'ai pas tout entendu, j'ai pas entendu la fin. Alors c'était la solution logicielle qui sera donc développée. A-t-elle vocation à être implémentée en local, donc à l'observatoire, ou sera-t-elle également pour d'autres services de l'État? Alors bon, enfin, on n'a même pas discuté de cette question. Pour nous, c'est vraiment en local parce que cette thématique des bancs de vase est vraiment unique et propre à la Guyane. Donc, ce sera vraiment pour l'Observatoire de l'endémique côtière de Guyane. Après, cette solution, peut-être qu'elle pourra à l'avenir, enfin, je parle vraiment à l'avenir, loin après la fin de cet appel à projet, peut-être qu'on pourra développer cette application avec le lauréat pour d'autres thématiques. Je ne sais pas, par exemple les sargasses ou d'autres. Bien sûr, il y a des pistes qui sont ouvertes. C'est à explorer, mais ça, ce sera vraiment on peut dire que c'est lointain, c'est pas encore à l'ordre du jour du tout. Alors, si je peux compléter, il y a d'autres acteurs qui pourraient être évidemment intéressés par ce type de développement. Je pense notamment aux gestionnaires portuaires, aux grands ports maritimes ou aux ports de l'Ouest qui sont évidemment très très intéressés pour avoir donc un outil leur permettant d'anticiper un peu l'arrivée et puis surtout la durée, la quantité de vases qui passent devant leurs chenaux. Tout ça pour mieux préparer leur marché de dragage qui coûte plusieurs millions par an. Donc derrière, il y a aussi d'autres applications avec des retombées économiques aussi importantes.
Ok, très bien. Alors j'ai une autre question cette fois-ci sur les données que vous aviez présentées. Donc les MNT mis à disposition couvrent-ils la zone subditale? Tac, 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 de souvenirs, oui. Enfin, on a surtout les MNT pour la base intertidale. Enfin, on effectue les MNT à partir d'images acquises par drone. Et oui, donc on n'a pas, on les a pas, enfin, on n'a pas on a plus de MNT sur la base intertidale. D'accord. Ouais, Alors, donc je confirme, hein, en zone subtidale, on a relativement peu d'informations ou alors des données très ponctuelles, hein, des levées qui sont faits dans le cadre de campagnes de recherche où on fait des différentiels selon quand on fait de la bathymétrie avec des sondeurs bifréquentiels ou quand on fait des levées avec des sondeurs à sédiments, avec des méthodes de sismique, on peut avoir des informations effectivement sur l'épaisseur et sur la bathymétrie, mais ça reste très très ponctuel. On n'a pas ce type d'informations régulièrement. Il y a Ça des reste sur le proche bathymétries qui côté. sont réalisées par les autorités, par les phares et balises, justement, à l'entrée du port de Cayenne, en fait. Donc, il y a des bathymétries complètes annuelles qui sont faites, hein, qui permettent d'avoir une information, hein, sur les volumes. Donc, bon, mais voilà, ça reste des données très, très ponctuelles. d'accord, très bien. J'ai une autre question donc, au sujet de la précision altimétrique qui est requise dans le cadre des challenges. Est-ce que vous avez déjà une idée du niveau de précision que vous souhaiteriez? C'est peut-être à préciser. C'est pas pour l'instant. D'accord. Alors, j'ai une autre question, mais je pense que vous y avez déjà répondu en partie. Concernant la limite physique du banc de vase, pouvez-vous préciser donc les exemples, par exemple, partie affleurante à l'eau ou sous l'eau, le niveau de turbidité, etc. Donc, pouvez-vous préciser la limite physique du banc de vase? Antoine? Limite vraiment précise du banc, en fait, c'est pas une marche d'escalier franche, effectivement, hein, on va avoir donc un banc qui va devenir de plus en plus fin, et notamment quand on va vers le large, et avec donc la bathymétrie qui diminue. Mais donc c'est effectivement, il y a une limite en général autour des 5 mètres de bathymétrie sur lequel on voit bien un amortissement de la houle qui est assez marqué autour de cette ligne, hein, à 5 mètres de bathymétrie. Voilà. Après, on disait tout à l'heure, hein, tout est très très variable, hein, et notamment les teneurs en MES sont très très variables en fonction de beaucoup de conditions. Voilà. Et donc c'est pour ça que l'utilisation de séries temporelles peut être intéressante, hein, pour avoir donc des estimations au plus proche, hein, de l'extension des bancs. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question encore pour vous. Donc, quelles sont les actions concrètes mises en place en fonction des observations des mouvements des bancs? Donc, est-ce du simple suivi ou y a-t-il des mesures prises en fonction des observations faites? Alors, pardon, vous pouvez répéter? Quelles sont les actions concrètes mises en place en fonction des observations des mouvements de bancs? Est-ce que c'est simplement pour le suivi ou y a-t-il des mesures prises en fonction des observations qui ont été faites?
Ah, bah, oui, elles ont des implications. Par exemple, notamment sur Kourou, l'étude du banc de vase est importante parce que Kourou est soumise à une forte érosion qui est à l'heure actuelle, on va dire, combattue avec vigueur, puisqu'ils ont mis en place un énorme digue de Big Bag qui représente un linéaire de peut-être 100 mètres, 200 mètres, non, mais beaucoup plus, environ presque 600 mètres de linéaire. Donc oui, les implications sont vraiment très concrètes en termes de j'aime pas ce mot-là, mais de lutte contre la mer et aussi d'anticipation sur ce qui va advenir plus tard et en termes de repli stratégique des populations qui peuvent être soumises au risque d'être inondées, enfin soumises au risque carrément de submersion marine. Donc oui, il y a des applications qui sont réelles et, euh, et ça a un véritable intérêt. On va dire, c'est vraiment pour de l'opérationnel. D'accord, bon, très bien. J'ai une autre question donc, au sujet des données in situ. Est-ce que celles-ci seront disponibles dans le cadre de l'expérimentation? Les données in situ, c'est-à-dire tout ce qui est tous les levées que nous effectuons. J'imagine qu'il devait peut-être parler des données bathymétriques. Oui, oui, les levées bathymétriques seront en libre accès. Tous les relevés que nous faisons dans l'observatoire, tous les levées qui sont faits par l'observatoire, dans le cadre de l'observatoire, sont en libre accès et ont tout intérêt à l'être. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Je vais prendre donc les dernières questions. Je m'excuse pour celles qui n'auront pas de réponse. Je précise concernant l'API, nous l'avons déjà évoqué au cours de la présentation. La propriété intellectuelle donc restera celle du porteur de projet uniquement. Donc pas d'inquiétude là-dessus. J'ai une autre question qui s'adresse plutôt à vous, Antoine et Vincent. La solution logicielle doit-elle porter en open source? Est-ce que vous attendez de votre côté une solution logicielle open source? Ce serait l'idéal, je pense. Après, bon, on n'a pas encore discuté là-dessus, mais on n'est pas fixé là-dessus. On n'a pas débattu là-dessus, mais je pense que ça peut être l'idéal pour ensuite pouvoir éventuellement corriger les erreurs ou pouvoir améliorer, continuer à améliorer la solution. On n'en a pas débattu, mais je pense qu'il faut en discuter, oui. Donc, j'ai pas de Ok, réponse à parfait. l'heure actuelle. J'ai pas de réponse claire Bon, là-dessus. on essaiera de vous répondre aussi au fil de l'eau via la fac. Je prends donc les deux dernières questions. L'une porte sur les modèles de dérive littorale qui ont été mis en œuvre pour le littoral guyanais. Comment sont programmées les opérations de dragage? Quels sont les modèles en fait qui sont utilisés et qui sont mis en œuvre en Guyane? Alice, je suis désolé, j'ai pas entendu le début de votre question. Alors, pardon. Euh, Quels sont les modèles de dérive littorale qui ont été mis en œuvre pour le littoral guyanais ou qui sont mis en œuvre aujourd'hui? Et comment sont programmées les opérations de dragage? Alors, il n'y a pas de modèle, hein, il n'y a pas de modèle mis en œuvre. Euh, concernant donc la dérive littorale, la modélisation hein, jusqu'à présent n'a pas du tout été développée. Ça fait que 5 ans maintenant qu'on travaille avec donc des équipes sur cette question, des équipes de modélisateurs, mais on part de rien. Et puis surtout, on est sur évidemment un modèle qui est très complexe avec des sédiments de nature très hétérogène, et ça, les modèles n'aiment pas ça, et avec donc encore
beaucoup de choses à développer. Concernant les actions de dragage, non, ben, justement, le souci, le gros manque qui existe en Guyane, hein, c'est la capacité de prévoir un peu, d'anticiper les mouvements et surtout l'ampleur de ces mouvements. Et donc, du coup, c'est ça qui coûte très, très cher, hein, aux opérateurs, aux gestionnaires portuaires, parce que ils passent des marchés avec des sociétés de dragage qui sont, du coup, pas calibrées, et ce qui coûte très, très, très cher. Et d'où la nécessité, évidemment, pour eux, d'avoir des nouvelles connaissances qui permettent d'affiner donc ces prévisions, et donc de diminuer les coûts de dragage. On est sur des ports, je crois, le port de Dégradé Cannes, le principal port de Guyane, doit être le port qui coûte le plus cher au monde, hein, puisque, je crois que c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, je prends la dernière question, donc, qui est assez précise sur l'utilisation que vous faites actuellement des données. Donc, considérant le fait que le survol d'une zone donnée est réalisé toujours à la même heure et que la hauteur de la marée, elle n'est pas constante pour une heure donnée, comment l'effet de la marée est-il pris en compte s'il influe donc sur la superficie émergée du banc de vase? Alors bon, comment dire? Bah, la marée basse, par exemple, est intéressante pour avoir une vue totale de la vasière, notamment lors des marées d'équinoxe, enfin les marées de plus grandes marées. Là, on a une vue très précise de la vase intertidale. Après, bon, c'est un peu, ce sera un petit peu, je sais pas, Antoine, peut-être tu pourras préciser là-dessus, mais c'est un peu de la chance. Non. Effectivement, c'est une limite, hein, qui est majeure, hein, mais ça peut être aussi un avantage. On peut se servir, il y a des méthodes, hein, qui ont été développées pour justement utiliser donc les hauteurs, les limites donc d'eau comme courbe de niveau, qui permettent de reconstituer donc des pseudo-bathymétries ou des pseudo-MNT des zones intertidales à partir donc d'images acquises à des hauteurs d'eau de marée différentes et sur un laps de temps évidemment court, hein, parce que le banc de base évolue quand même beaucoup en Guyane. Donc il y a eu des travaux, il y a eu des publications sur le sujet, des méthodes qui ont été développées ailleurs, hein, sur d'autres littoraux. Après, effectivement, dans la littérature qui a été donnée là, il y a effectivement des méthodes qui tiennent compte, hein, de ces différences de marée, et qui intègrent donc ces variabilités pour donc corriger et avoir donc des valeurs un peu comment dire, comparables entre elles. Alice, Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Compléter la réponse en tant que marin. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le satellite va passer toujours à la même heure. Les marées, par contre, sont à des heures différentes. Donc, effectivement, si on veut estimer la hauteur d'eau avec les vagues ou des choses comme ça, il faut tenir compte de la hauteur d'eau, donc de la marée, mais ça, les données sont disponibles et parfaitement connues. Il y a un petit souci cependant, c'est que si on veut utiliser des images qui ont lieu pendant des vives eaux, c'est-à-dire des grandes marées, les grandes marées, elles, sont toujours à la même heure et pas à la même heure que le satellite. Donc ça, c'est un problème. Mais sinon, bien sûr, il faut tenir compte des marées. D'accord. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions. Écoutez, ce sont donc les dernières questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous remets l'adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer toutes vos questions, challenge@aerospace-valley.com. Je vous ai également remis le lien vers l'appel à projet, ainsi que le lien pour la chaîne YouTube, que vous retrouverez également donc sur la plateforme de l'appel, qui vous permettra de revisionner l'ensemble des webinaires de cette semaine. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette semaine pour ceux qui ont été présents à l'ensemble des webinaires. Je remercie également tous les intervenants qui ont participé aujourd'hui.
Et je vous laisse nous envoyer vos questions si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Voilà, merci à tous et puis très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.